Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Sous la Paillote sur le plateau de C24+. Sous la Paillote, c'est un magazine de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez aussi aimer le magazine Sous la Paillote sur C24+, votre chaîne numérique. Aujourd'hui, sur ce plateau de C24+, Sous la Paillote, on va traiter de la journée d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée de martyr de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On doit parler de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI. On doit aussi parler, on doit dire un mot sur les scrutins qui s'est tenu le 20 décembre. On doit aussi échanger sur les reports de la publication des résultats pour la députation nationale, provinciale et conseillers municipaux. Pourquoi pas aussi sur la marche des candidats malheureux à la présidentielle étouffée. Ils ont organisé leur marche pour contester l'organisation des scrutins, mais ils étaient étouffés par les gouvernements. On doit aussi dire un mot là-dessus. Et pour cela, on a comme invité sur ce plateau de C24+, Maître Jean-Claude Katende, qui est président de l'Azado, qu'on salue et on souhaite le meilleur vœu sur notre plateau. Merci Monsieur Michel pour d'abord l'invitation. Merci aussi pour les vœux. Et je voudrais formuler les mêmes vœux pour vous-même, pour votre chaîne, mais aussi pour vos multiples téléspectateurs, que l'année 2024 soit meilleure pour vous, mais aussi pour notre pays que nous aimons chèrement, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On transmet les vœux de Maître Jean-Claude Katende à tous nos amis, à ceux-là qui aiment les magazines Sous la Paillote. On commence aujourd'hui, c'est la journée des martyrs de l'indépendance. Qu'est retenu de cette journée face aux réalités sécuritaires et sociopolitiques de notre pays? C'est une journée très importante pour la République démocratique du Congo. Les événements du 4 janvier ont précédé l'indépendance de notre pays. Et je dirais que c'est un des événements qui a contraint les Belges à pouvoir apporter l'indépendance à la République démocratique du Congo. Et il est clair que c'est une journée très importante, mais fort malheureusement, on constate que tous les gouvernements, les régimes qui se sont succédés, n'apportent pas la signification, la valeur qu'il faut à ces Congolais qui sont morts pour que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse arriver à la souveraineté nationale et internationale. C'est une journée très importante qui montre que quand les Congolais sont déterminés à atteindre un objectif, à chasser les colonisateurs belges, ils sont capables de le faire. Et cet événement démontre le courage des Congolais, alors que nous étions encore sous la colonisation belge, à pouvoir contraindre les colons belges à libérer notre pays. Et ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire qui est dramatique à l'est du pays, mais aussi ici à Kwamouth, tout près de nous, il est clair que si nous, Congolais, nous prenons conscience qu'il faut que la situation à l'est de notre pays change, je crois que c'est possible. C'est que les Rwandais, via les M23, font à l'est de notre pays, ne peut pas se faire sans la complicité de certains d'entre nous, de certains Congolais, comme notamment M. Nanga, qui est allé coaliser avec ses forces terroristes pour pouvoir continuer encore à verser le sang de Congolais. Je pense que le président Tshisekedi, qui vient d'obtenir un deuxième mandat, et je voudrais bien le féliciter en passant pour la confiance que le peuple congolais lui a fait, à inscrire, comme il a fait pendant la campagne, la question sécuritaire parmi ses priorités. Non pas en misant sur les forces étrangères
C'est vrai qu'il y a des troupes de la SADC qui arrivent dans notre pays. C'est une aide cruciale et importante, mais nous ne devons pas perdre de vue que la sécurité de la République démocratique du Congo doit revenir aux Congolais. Ce qui appelle qu'il faut pouvoir réformer notre armée, extirper de cette armée tous les infiltrés qui y sont et qui rendent notre armée faible pour que, à la fin du deuxième mandat du président de la République, qu'on ne puisse pas parler des questions de l'occupation de notre pays par les troupes rwandaises et l'M23, mais qu'on puisse vraiment nous consacrer à relever ce pays et à les construire. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que les autorités actuelles n'accordent pas une valeur qu'il faut à cette journée, et en saluant aussi ce qui a été fait par les Congolais le 4 janvier, vous voulez aussi soutenir les efforts qui sont faits par les Wazalendo à l'est du pays? Je pense qu'il est important de féliciter les Wazalendo qui ont pris conscience qu'ils peuvent exposer leur vie, abandonner les conforts pour, n'est-ce pas, faire face à la rébellion du M23. Je crois qu'il faut féliciter ces gens et j'étais bien content que le président Tshisekedi ait soutenu et dit de manière officielle l'appui du gouvernement congolais vis-à-vis de ses citoyens, n'est-ce pas, qui se mobilisent pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cela doit pouvoir être la responsabilité de chacun de nous. Parce que, quel que soit ce qui peut nous arriver, quels que soient les changements des nationalités, mais je pense que même les Congolais qui ont changé de nationalité, ils ont toujours un cœur tourné vers la République démocratique du Congo. Donc, il est clair pour nous que les Wazalendo, tant qu'ils vont se battre contre les forces étrangères qui occupent notre pays, ils auront notre soutien et nous souhaitons que les Wazalendo ne se retournent pas contre leurs propres compatriotes dans les territoires, dans les espaces qu'ils occupent, en faisant aussi des violations de droits de l'homme comme le font les militaires, les terroristes du M23. Tant qu'ils vont rester dans cet objectif de chasser les M23, de chasser toutes les forces d'occupation de notre pays, du territoire national, nous les soutiendrons parce que nous comprenons qu'ils sont patriotes et qu'ils veulent se battre pour leur pays. Mais s'ils commencent à faire comme les autres, à s'adonner à l'exploitation des ressources naturelles, à violer les droits de l'homme comme les ferrés ou comme le font aujourd'hui les étrangers, nous allons retirer ce soutien qui est vraiment important pour qu'ils reconnaissent que les efforts qu'ils sont en train de faire, nous, leurs compatriotes, nous les reconnaissons et nous leur disons merci pour avoir pris cet engagement, pour avoir eu ce courage de se battre pour que les forces du M23 n'avancent pas vers la conquête d'autres contrées de notre pays. Alors, par rapport à la valeur que les gouvernements actuels, les autorités actuelles n'accordent pas, n'ont pas accordé aux martyrs de l'indépendance, qui peuvent accorder aux Wazalendo? Il est clair pour moi que quand vous regardez sous les régimes du président Mobutu, président Laurent Désiré Kabila, président Kabila, sous aussi le premier mandat du président Tshisekedi, il n'y a eu aucune festivité officielle en reconnaissance de ces Congolais qui ont payé de leur vie le 4 janvier. Voyez-vous, il n'y a aucun espace aujourd'hui, il n'y a aucun monument aujourd'hui qui personnalise ces sacrifices que ces Congolais ont fait pour affronter la force coloniale et aujourd'hui préserver la souveraineté nationale, l'indépendance de la République démocratique du Congo. Oui, les stades des martyrs, on ne sait pas c'est quel martyr. C'est quel martyr? Il y a eu plusieurs martyrs dans ce pays. J'aurais voulu qu'on dise que c'est le stade des martyrs du 4 janvier. Parce que vous savez qu'à Kinshasa, il y a eu des martyrs quand cette ville a été attaquée par les troupes rwandaises. Il y a eu des martyrs dans cette ville.
Sous le président Kabila, toutes les personnes qui ont été tuées, assassinées, comme Rossi Mukendi, comme Kapangala, sont des martyrs. Et donc, je pense que à chaque étape, il faut que nous puissions avoir des monuments, des lieux qui personnalisent les combats de ces gens. Parce que vous savez, il est important que quand quelqu'un donne sa vie pour sa nation, que cette nation lui soit reconnaissante. Quand vous allez par exemple aux États-Unis, vous arrivez non loin de la Maison Blanche, vous allez trouver qu'il y a des effigies là-bas, qu'il y a des monuments là-bas dédiés à chaque président, à chaque personnalité qui a fait quelque chose, qui a fait avancer les États-Unis. Mais ici, chez nous, il est important qu'on puisse changer les choses. C'est-à-dire que tous ceux-là qui se sont distingués dans leur combat pour, n'est-ce pas, les biens de la République démocratique du Congo, pour assurer la promotion de notre pays, il faut que ces personnes, ces personnalités, ces personnages soient en fait, comment je dirais, personnifiés à travers certaines œuvres en République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'est très important. On ne doit pas seulement faire des monuments pour les présidents qui sont morts, mais on doit le faire aussi pour certains citoyens qui se sont distingués dans certains domaines de la vie. Malgré que nous sommes dans l'étape de publication des résultats, c'est depuis la tenue de ce scrutin, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ces plateaux de 54+. Maître Jean-Claude Katende, vous pouvez dire un mot par rapport à la tenue des scrutins du 20 décembre? Il est important que je rappelle que dans nos différentes interventions, en rapport avec les préparatifs des élections du 20 décembre, nous avions souligné certaines failles qu'on avait constatées dans le travail fait par la CENI. La faille au niveau du fichier électoral, la faille en termes d'acquisition des matériels nécessaires pour l'organisation des élections. Ces failles ou retards peuvent être justifiés par telle ou telle autre raison, par les manques de financement, par le retard dans l'octroi des financements par le gouvernement à la CENI, mais ce qui est clair, c'est que toutes ces failles ont été visibles le 20 décembre dernier, en sorte que on a continué à voter même au-delà du délai, n'est-ce pas, qui a été imparti. Mais globalement, quand nous regardons les choses, il est clair pour moi que le président Tshisekedi avait de l'avance sur plusieurs candidats qui étaient avec lui en compétition. Et qu'aujourd'hui, je ne suis pas personnellement surpris que le président Tshisekedi soit réélu à la tête du pays. Je peux vous dire que la campagne électorale faite par le président Tshisekedi a été déterminante et a convaincu beaucoup de Congolais à lui donner des voix, surtout par rapport à son engagement vis-à-vis de ce qui se passe à l'est de notre pays, les différentes déclarations qu'il a faites pour bouter l'ennemi dehors, mais aussi sa campagne qui était basée sur le fait qu'il ne faut pas donner des voix à des personnalités qui sont proches des puissances occidentales. Et je peux vous dire que moi-même, j'étais surpris que certains de mes collègues, certains de mes compagnons dans ce combat pour le droit de l'homme, à l'est de notre pays, qui ne voulaient pas entendre parler du président Tshisekedi, aient changé de position à la dernière minute. Et moi-même, je leur posais la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, vous puissiez vous décider pour élire le président sortant? C'est ce discours. Ça veut dire en d'autres termes que les Congolais ont compris que ce combat pour la restauration de la sécurité nationale, le président Tshisekedi l'a porté et la conséquence est que beaucoup de voix lui ont été données et nous profitons de l'occasion pour le féliciter pour sa réélection et en disant que c'est bien que le président Tshisekedi soit réélu, mais il faudra que la gouvernance que nous avons connue de 2018 à 2023 ne puisse pas rester la même. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons
fait des observations au président de la République, au gouvernement. Il faut que fondamentalement, aujourd'hui, nous sommes sûrs que le président Tshisekedi, après avoir passé 5 ans à la tête du pays, il a l'expérience qu'il faut pour diriger bien le pays, pour changer bien les choses, pour désigner des personnes qui ont vraiment de l'expertise pour l'aider et aider le gouvernement à faire avancer le pays. Nous ne voulons pas que sous ce deuxième mandat, qu'on sente des tâtonnements, qu'on sente une mauvaise sélection des personnalités autour du président de la République. Et si on veut changer de gouvernance, il faut qu'on change aussi des partenaires, qu'on change des individus. Si le gouvernement passé était un gouvernement où on a nommé certaines personnes en fonction de dettes qu'on avait vis-à-vis d'elles, sous ces mandats, nous pensons que le président de la République peut se passer de ces considérations pour désigner les personnes qui ont l'expertise et qui peuvent l'aider à faire avancer notre pays. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui est qu'après que le président Tshisekedi ait passé 10 ans au pouvoir, qu'on sente que la République démocratique du Congo est sur le bon chemin, est sur les rails, et que ceux qui viendront après, ils peuvent, n'est-ce pas, renforcer les acquis que le président Tshisekedi et ses différents gouvernements auront laissés. Cette publication provisoire de la CENI, M. Général Katende, est contestée par les opposants, les candidats malheureux à la présidentielle. Ils ont organisé une marche qui a été étouffée. Est-ce que normalement, il avait fallu publier ces résultats contestés par les autres ou soit-il fait les rapports? En fait, la Constitution de la République démocratique du Congo et la loi électorale prévoient cette possibilité de contestation. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas, en fait, quelque chose d'inventé. Les processus électoraux, quand les résultats provisoires sont publiés, il est clair que nous puissions arriver à des contestations. Et ici, je dis que c'est le droit pour les personnalités qui ont été dans ce processus comme candidats à la présidence de la République de pouvoir contester l'élection du président de la République, mais il est clair que cette contestation ne doit pas être fantaisiste, elle doit être appuyée par des preuves. De tous les candidats, nous avons entendu que seul M. Théodore Ngoyi a saisi la Cour et nous voulons que la Cour soit attentive aux preuves qui vont lui être portées et que si ces preuves sont objectives et pertinentes, que la Cour constitutionnelle prenne la décision qui convient par rapport au grief. Là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'intervenants, particulièrement les membres du gouvernement, c'est de considérer que pour ce qui concerne la contestation des élections, la seule voie est de pouvoir saisir les cours et tribunaux et dans le cas d'espèce, la Cour constitutionnelle. J'ai dit non. La contestation peut se faire par tous les moyens démocratiques que la Constitution met à la disposition des citoyens. L'utilisation de la voie juridique, de la voie de la Cour constitutionnelle n'exclut pas que les contestateurs puissent organiser des manifestations pacifiques. Recourir aux manifestations pacifiques, ce n'est pas une voie illégale, ce n'est pas une voie anticonstitutionnelle. Et notre Constitution prévoit que les citoyens, dans un contexte démocratique, puissent recourir aux manifestations pacifiques. C'était malheureux de constater que non seulement il y a eu la répression de cette manifestation qui était appelée par l'opposition, mais j'ai vu aussi que certains policiers, même après avoir maîtrisé des jeunes enfants, ont continué à les tabasser. La police doit être à même de se maîtriser devant certains faits. Et donc, je considère personnellement que les opposants ont la possibilité constitutionnellement de saisir la Cour constitutionnelle, mais aussi d'organiser les marches pacifiques pour, en fait, démontrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision qui a été prise par la CENI. C'est démocratique.
Mais quand j'entends, par exemple, les porte-paroles du gouvernement dire qu'ils n'ont que la voie d'aller devant la Cour constitutionnelle, ce n'est pas non plus constitutionnel. Les marches ne sont pas interdites par la Constitution. Mais ce que nous demandons aux opposants, c'est d'organiser des marches qui ne conduisent pas à la violence. Des marches qui doivent montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec les processus tels qu'il s'est passé, et c'est dans le cadre, bien sûr, d'une vie démocratique normale. Mais si vous regardez les images publiées par la police, on trouve que parmi les manifestants, il y a ceux-là qui avaient des armes blanches, et il y avait aussi des gens hors la loi, raison pour laquelle la police était obligée d'utiliser la force pour maintenir l'ordre public. Il faut condamner l'utilisation des armes blanches pendant les manifestations qui sont qualifiées pacifiques. Si les gens sont porteurs d'armes, que ce soit des armes modernes ou des armes blanches, des armes à feu ou des armes blanches, il est clair que la police va utiliser les moyens en sa possession pour pouvoir rétablir l'ordre et mettre hors l'état de nuire ces personnes qui ne comprennent rien ni à la démocratie ni à ce qu'on appelle une marche pacifique. Une marche pacifique, ce n'est pas une marche violente. Une marche pacifique, ce n'est pas une marche où on se transporte avec des armes blanches. La démocratie nous impose d'abord que c'est un combat d'idées. C'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de muscles. C'est un combat d'idées. C'est un combat où tous nous sommes soumis aux mêmes lois de la République. Nous devons tous respecter. En même temps, si la police maîtrise un enfant, maîtrise un manifestant, ils n'ont pas le droit non plus de pouvoir le tabasser du moment où il est déjà maîtrisé. Et nous avons vu ces scènes sur d'autres vidéos. Et nous pensons que c'est une mauvaise chose. La police doit se comporter de manière professionnelle. Et quand elle s'attaque aux citoyens parce qu'ils sont porteurs d'armes blanches, il est clair que des preuves doivent être administrées. Parlons du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Le premier mandat, c'est presque la même chose. Et pour avoir le premier mandat, Félix Tshisekedi a fait une coalition avec FCC Cash. Il a eu le premier mandat qui n'a pas pu travailler selon ses dires. 2 ans, il y a eu des blocages, bon, ainsi de suite. Mais deuxième mandat, on l'a vu faire des coalitions avec des grands partis politiques de ces pays, comme MLC de Jean-Pierre Bemba, comme Bahati, AFDC allié Bahati, comme Vital Kamerhe. Ce n'est pas la même chose. Quelle chance donnerez-vous à ce deuxième mandat avec la coalition de ces partis politiques à côté de lui qui lui ont fait passer au deuxième mandat? Ce n'est pas la même chose avec le deuxième mandat? Non, je ne pense pas, parce que ceux qui sont avec lui, ceux qui ont fait la campagne avec lui, comme les MLC, comme AFDC, sont avec lui au gouvernement. Comme ça a été avec le FCC. Oui, sont avec lui au gouvernement, mais dans un autre esprit, dans un esprit de non-conflictualité, dans un esprit de s'inscrire dans des objectifs définis ensemble. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que les dernières années, le président de la République a gouverné avec un peu plus de cohésion que sous la première partie de son mandat. Donc je pense que quand le président de la République se met ensemble avec d'autres partis politiques comme les MLC, comme le parti, la coalition de M. Bahati, il est clair qu'ils ont en fait les mêmes intérêts, qu'ils ont défini le cadre et que maintenant qu'ils vont pouvoir prendre encore la direction du pays, ils vont pouvoir trouver l'équilibre dans le partage des responsabilités. Mais comme nous avons toujours dit, il ne faut pas, et le président de la République a dit qu'il est le président de tout le monde. Si le premier mandat a été considéré comme un butin de guerre, où il fallait répartir la viande uniquement entre les alliés, le deuxième mandat, le président de la République a dit qu'il est le président de tous les Congolais. Et donc, je ne serais pas surpris que le président de la République, après la mise en place de l'Assemblée
national et après la mise en place des autres institutions, qu'il fasse appel, par exemple, à ceux qui ont été des opposants, qui se sont opposés contre lui. Et je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut construire la nation. Et nous avons les devoirs, en tant que citoyens, de considérer que le temps de la campagne électorale, où les gens s'entretuent par des attaques verbales, par des idées opposées les unes contre les autres, cette période est derrière nous, et que tous les Congolais, qu'ils soient de la majorité, comme de l'opposition, comme de la société civile, comme tous les citoyens tout court, sont à la disposition du pays pour contribuer à ce que ce mandat ne puisse pas réussisse, non pas dans l'intérêt uniquement du président de la République, mais aussi dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce qu'en fait, nous savons qu'après ces 5 ans, le président Tshisekedi ne va plus se représenter. Mais au moins, nous pouvons dire que pendant ces 5 ans, nous pouvons profiter tous ensemble pour reconstruire notre pays, pour permettre à ce que d'autres candidats présidents qui viendront après lui trouvent que le pays a pris la bonne direction. Et pour ça, je ne serais pas surpris que, par exemple, le président de la République fasse appel à certains acteurs politiques de Ensemble pour la République, à certains acteurs politiques qui ont été en opposition à lui par rapport à la conquête de la présidence de la République. Je pense que c'est cet esprit de construction que chacun de nous doit pouvoir entretenir. Nous ne sommes pas des ennemis. Ceux qui étaient contre le président de la République dans la campagne, ils aiment aussi la République démocratique du Congo, comme l'aiment les présidents de la République. Et que ces personnes ont des contributions constructives à apporter à la construction du pays. Et donc, je pense que c'est cet élan que nous devons prendre sans nécessairement passer par les débauchages, comme on l'entend. Ce n'est pas pour fragiliser les partis politiques, mais tout le monde doit se dire qu'à un moment donné, nous devons nous mettre ensemble pour faire avancer notre pays. Maître Jean-Claude Katende, trouvez-vous facile une cohabitation qui n'a pas eu lieu dans le premier mandat entre PPRD et AFDC allié de Bahati, qui sera facile entre Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et MLC de Jean-Pierre Bemba pour le deuxième mandat et UNC de Vital Kamerhe. Vous les trouvez facile pour ce deuxième mandat? Il est clair qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Il est aussi clair, en politique, les choses deviennent compliquées. Mais quand les uns et les autres comprennent qu'ils sont d'abord là pour que la République démocratique du Congo avance, tout devient possible. Tout devient possible. Et donc, j'estime personnellement que les ennemis d'hier peuvent être aujourd'hui des alliés pour l'intérêt de la République. Mais dans la plupart des cas, les gens restent sur leur rancune, les gens restent sur leur inimitié, parce que nous ne comprenons pas que c'est la République démocratique du Congo qui doit pouvoir gagner. Il n'y a rien de facile dans la vie, mais il est important que nous puissions comprendre que l'intérêt de la République démocratique du Congo, l'intérêt de nous tous est au-dessus des considérations de M. Michel, de Jean-Claude Katende, ainsi que des autres. C'est une question de comprendre qu'est-ce qui est important pour notre pays. Mais en même temps, le président de la République peut tendre la main à tout le monde, mais c'est à chacun d'évaluer la main tendue du président de la République et de voir si dans le contexte actuel, en participant aux institutions, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de considérable. Je suis tout à fait opposé à la pensée selon laquelle ceux qui gagnent les élections, ils gagnent tout. Ils ne gagnent pas tout. Ils ont besoin des idées de part et d'autre, comme on le voit dans les grandes démocraties. Et si nous voulons construire une démocratie qui puisse générer le développement dans notre pays, à un moment donné, nous devons nous dire chaque Congolais, chaque Congolaise doit pouvoir être disposé à faire avancer le Congo là où il estime qu'il est capable de faire quelque chose. Prévu pour le 3 janvier, la publication des résultats pour les députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux est reportée à une date ultérieure par la CENI. Votre argumentaire? C'était prévisible. C'était prévisible avec toutes les irrégularités qu'on a vues.
comme on l'a dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous commençons d'abord par condamner certains agents de la CENI qui ont été complices de ce que nous avons vu, qui ont accepté de l'argent, qui n'ont pas été capables de défendre les valeurs éthiques et morales, mais qui ont trouvé les élections comme une occasion pour s'enrichir. Je peux vous dire qu'il y a eu des candidats, députés nationaux comme provinciaux, qui n'ont pas du tout fait la campagne, qui sont allés, comme par exemple dans la province de Lomami, vers Ngandanjika, tout ça, qui sont allés s'asseoir dans les environs des centres de vote pour donner de l'argent aux gens, qui n'ont pas voulu dépenser leur argent dans la campagne, mais qui ont attendu les jours des élections pour donner de l'argent aux gens, pour que les gens aillent les voter. Ils ont donné de l'argent. On a parlé de corruption des agents de la CENI. J'étais personnellement surpris que dans les derniers speeches du président de la CENI, qu'ils mettent l'accent sur ceux qui ont corrompu que ceux qui ont accepté la corruption. Ils sont les agents de la CENI qui se sont fait corrompre, doivent être sanctionnés de la même manière que les députés nationaux et provinciaux qui ont corrompu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu des candidats qui avaient des machines à voter chez eux? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu des centres qui n'ont pas du tout fonctionné? Des bureaux qui n'ont pas du tout fonctionné. Et ça va discréditer Denis Kadima. C'est pour ça que nous avons été d'accord avec M. Denis Kadima sur le fait d'avoir mis la commission en place pour enquêter. Et nous avons dit que dans cette commission, il aurait fallu recourir aux cours et tribunaux pour que certains magistrats accompagnent cette commission dans l'analyse des faits pour qu'on identifie toutes ces personnes qui se sont adonnées à des actes de corruption, à des actes de détournement des machines de vote, pour que ces personnes soient sanctionnées. Si la CENI a renvoyé la publication des résultats provisoires de la législative nationale et la législative provinciale pour bien identifier ce qui s'est passé et en déterminer les auteurs, nous disons pour notre part que c'est une bonne chose. Parce que si aucune sanction n'est prise, et ici, la sanction doit être prise non seulement contre les membres de l'opposition, non seulement contre les candidats indépendants, mais aussi contre les membres de l'union sacrée qui se seraient adonnés à de tels actes. Vous le trouvez facile? Ce n'est pas facile, mais c'est la voie pour guérir le présent et l'avenir. Parce que si nous ne prenons pas aujourd'hui des mesures en 2028, nous aurons l'occasion d'assister à des actes plus graves que ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que toutes les informations que le président Kadima a eues, toutes les vidéos qui ont circulé doivent faire l'objet d'une analyse. Toutes les plaintes qui ont été faites, il ne faut pas qu'on en écarte quelques-unes pour se concentrer sur X ou sur Y. On doit faire un travail en toute indépendance, sanctionner les députés qu'il faut sanctionner, sanctionner les agents de la CENI qu'il faut sanctionner, pour que les gens se disent que la prochaine fois, nous ne pourrons pas tenter la même chose, parce que si nous les faisons, nous serons sanctionnés. Ces réponses n'ont plus retardé les choses, entre autres l'investiture du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, ça n'a plus retardé aussi la tenue des élections des gouverneurs, des sénateurs, ça ne va plus préjudicer le calendrier électoral? Non, je pense que dès que la Cour constitutionnelle se prononce pour entériner soit la décision de résultat provisoire de la CENI, soit pour annuler les élections comme les autres le demandent, on verra. Mais je crois que face à la réalité, le président de la République pourrait être confirmé par la Cour constitutionnelle et il va procéder à la prestation de serment en entendant que la CENI avance avec la question. Mais je pense que cela ne prendra pas beaucoup de jours parce qu'il faut que les nouvelles institutions se mettent en place pour que le pays avance. Mais en regardant tous ceux qui sont autour de ces réponses,
par rapport aux résultats, par rapport à la tenue de ce scrutin pour la députation nationale, provinciale et conseils municipaux, avec la commission mise en place par la CENI, ça va prendre du temps. Le chef de l'État risque d'avoir encore une année comme le premier mandat, sans Assemblée nationale, sans Sénat, sans le nouveau gouverneur, et ça va préjudicer son pouvoir encore. Non, je pense que la CENI est consciente de l'urgence qu'il y a, et je crois que dans les meilleurs délais, peut-être au courant de ce mois de janvier, je m'excuse, on va pouvoir connaître qui est provisoirement député national, qui est député provincial, qui est conseiller municipal, pour que les institutions se mettent en place et le plus rapidement possible, parce que les défis, surtout sécuritaires, sont des défis qui exigent des moyens. Mais il faut savoir que tant que les nouvelles institutions ne sont pas mises en place, celles qui sont là vont continuer. Jean-Claude Katende, vous êtes président de l'Azado, un acteur de la société civile. Pendant ce temps, la RDC traverse un moment de turbulation par rapport aux résultats. Quel message donnerez-vous à la population et aux dirigeants aussi? D'abord, je commence par les dirigeants. Je pense qu'il faut considérer que dans une élection comme celle que nous avons connue, les contestations sont permises par les lois de la République. On peut le faire en recourant à la Cour constitutionnelle ou on peut aussi le faire en recourant à des marches pacifiques parce que la Constitution ne l'interdit pas. Nous demandons à ceux qui sont au pouvoir de considérer que les marches pacifiques, c'est parmi les mécanismes qui font fonctionner une démocratie. Et que ces marches, si elles respectent les lois de la République, doivent être encadrées. En même temps, nous disons aux opposants que les marches pacifiques doivent rester pacifiques. Que personne n'a besoin de violence de plus dans ce pays. Il y a eu trop de violence et il faut que chacun de nous prenne la mesure de la responsabilité qu'il porte d'éviter à ce qu'il y ait encore des Congolais arrêtés inutilement, des Congolais tués inutilement. Il faut que les marches respectent les lois de la République. Aux citoyens comme aux citoyennes, aux Congolais comme aux Congolaises, je dis tout simplement que nous devons exercer nos droits et libertés conformément à la Constitution de la République. C'est très important que tout le monde doit faire un effort pour éviter la violence. Que tout le monde doit faire un effort pour insister, pour exiger que la démocratie fonctionne normalement. Nous n'avons plus besoin de guerre dans ce pays. Nous n'avons plus besoin de violence dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de conflits interethniques. Nous n'avons plus besoin de conflits qui endeuillent les familles en République démocratique du Congo. Nous avons déjà eu plusieurs morts à cause de la guerre de l'Est. Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre conscience que exercer notre liberté emporte une certaine responsabilité, exige une certaine conduite et que c'est dans ce cadre-là que nous devons tous nous inscrire pour consolider la démocratie, pour consolider les acquis que les prédécesseurs du président Tshisekedi ont laissés, le président Mobutu, le président Kabila père, le président Kabila fils, et à ceux que nous avons aujourd'hui. Je pense que nous avons plus intérêt à sauvegarder l'unité nationale, la cohésion sociale, parce qu'il n'y a aucune tribu de la République démocratique du Congo qu'on va exclure de ce pays. Donc nous sommes obligés de vivre ensemble, mais faisons des efforts pour que chacun de nous trouve de la place en République démocratique du Congo, et je pense que dans ce pays, il y a de la place pour tout le monde. Que l'État joue son rôle, que ceux qui sont au pouvoir jouent leur rôle conformément aux lois et à la Constitution de la République, ceux qui sont dans l'opposition fassent la même chose, et nous, les citoyens, que nous fassions aussi la même chose, et je pense que nous pouvons bien vivre dans ce pays. Pour établir son canevas de deuxième mandat, Félix Tshisekedi décide aujourd'hui d'inviter Maître Jean-Claude Katende pour lui donner un conseil afin d'établir son canevas de deuxième mandat. Vous allez commencer par où? La question est difficile.
D'autant plus qu'il y a beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. La question cruciale aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. Et cette question sécuritaire exige assez que la vision du président de la République, qui a déjà changé par rapport à la considération du Rwanda, puisse continuer sous la même direction. Et que le président s'entoure des hommes et des femmes qui maîtrisent l'Est de notre pays. Parce que souvent, c'est de là où le problème atteigne la République démocratique du Congo. Donc, priorité des priorités pour moi, c'est la sécurité des citoyens à l'est de la République démocratique du Congo, ici dans l'ancienne province de Bandundu, parce qu'on ne peut rien construire de solide tant que nous aurons nos frères et nos sœurs qui sont dans les territoires occupés par les ennemis. Et nous demandons à ce que la lutte contre les M23, la lutte contre les troupes rwandaises ne doit pas rester seulement la lutte du gouvernement, la lutte du président Tshisekedi, ça doit être la lutte pour nous tous. Si nous gagnons, ce n'est pas le président Tshisekedi qui va gagner, ce sont des familles qui vont quitter, les forêts, qui vont quitter les champs, qui vont rentrer chez eux et qui peuvent vivre chez elles et qui peuvent vivre en paix dans notre pays. Je pense que ça doit être la priorité des priorités, la sécurisation de ce pays et mettre hors l'état de nuire tous ceux qui se considèrent comme ennemis de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine sous la période du CC24. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Ça fait ma deuxième fois de venir et c'est toujours avec plaisir que je le fais. Mon dernier mot aussi, c'est de rappeler à tous les Congolais, à toutes les Congolaises que nous n'avons pas deux pays, nous n'en avons qu'un seul, la République démocratique du Congo. Et comme je le dis à plusieurs occasions, la République démocratique du Congo, c'est le meilleur pays du monde. Pendant que nous négligeons ce pays, il y a des puissances à travers le monde qui font des calculs pour voir comment contrôler ce pays. Et donc, faisons ce qui est nécessaire pour que le gouvernement crée un cadre qui permet à chaque citoyen de s'épanouir, crée un cadre qui permet à chacun de nous d'apporter sa contribution à ce grand pays. Les élections ne sont pas la fin de tout. Je pense qu'aujourd'hui, que nous aurons de nouvelles autorités, nous les citoyens, nous devons nous organiser pour que nos autorités soient contrôlées par les citoyens que nous sommes. Le contrôle citoyen devra être un contrôle dans lequel tout le monde s'implique parce que nous voulons que le deuxième mandat du président Tshisekedi profite davantage aux Congolais, qu'il y ait de routes, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité et que les conditions, surtout des personnes qui vivent dans les milieux ruraux, puissent s'améliorer. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui sous la période sur C24+. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.